Alors, je vais vous parler ce soir d'un sujet plus étroit, plus restreint, moins connu que le sujet précédent. La dernière fois, on a parlé de la découverte secrète des rouleaux de la mer Morte. On en parle mercredi soir à Boulogne. J'ai refait la conférence jeudi à Nice. On a eu des demandes à Lyon. Et donc, ça me fait plaisir de voir que le sujet plaît. Et ce soir, je vais vous emmener à la découverte, peut-être de la trouvaille archéologique sous-marine la plus importante jamais faite en Méditerranée. Ça s'est passé en Israël, on va essayer de comprendre pourquoi. Ça s'est passé à Césarée, on va essayer de comprendre pourquoi, comment. C'est le hasard d'une vie. Des archéologues en ont rêvé. Ils en rêvent, nuit et jour. Et ça se passe une fois, et pour un chanceux, une fois dans une vie. Ça change une vie complètement. Et c'est ce qu'on va partager. Ça l'enrichit surtout. Oui, ça l'enrichit. Je crois que les personnes qui ont vécu cette découverte, il y a de l'or dans les yeux et ça n'a jamais quitté, quoi. Il y a des étoiles dans les yeux. Ça nous habite au quotidien, au jour le jour. Mais vous allez comprendre. Alors, avant ça, on va parler un petit peu de Césarée, une petite monographie rapide. On est sur la côte de la Méditerranée, le cercle rouge, Césarée. À l'origine, il y a un petit port avec une tour, avec un feu au sommet pour indiquer la côte aux bateaux de commerce. Vous savez que l'humanité s'est développée grâce au commerce et le bassin méditerranéen a permis des échanges entre l'Espagne, le Maghreb aujourd'hui, l'Égypte, Israël, la Turquie et bien sûr l'Asie, l'Arabie. Israël est à la frontière de l'ensemble de ces continents. Et en Israël, on a un petit problème et on va commencer tout de suite par... on en a plein des problèmes en Israël, mais on a aussi des particularités. Si vous imaginez la Méditerranée, imaginez une bouteille couchée. Vous êtes avec moi? Dont le cul de la bouteille serait la côte israélienne. Et le goulot serait Gibraltar. Tout le monde y est? Si je teinte une goutte d'eau à l'entrée de cette bouteille, elle met à peu près 1 an et demi, 2 ans avec les courants pour arriver, avec pas mal de vitesse, sur la côte israélienne. Ensuite, elle frappe la côte, donc érosion, et ensuite elle repart, oui, en douceur, vers le nord de la Méditerranée, donc les îles grecques, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Espagne, puis elle ressort. On y est? Un cycle d'à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Ce qui fait qu'en Israël, pour ceux qui ont plongé ou qui ont nagé à Tel Aviv, l'eau est assez trouble, il y a du sable, énormément de sable qui se dépose régulièrement. On a une influence par ces courants. On a également beaucoup de sable nubien qui vient du Sahara, qui se dépose sur la mer. Donc on n'a pas, ce qu'on a par exemple à Cannes, s'il y a des plongeurs ici, des magnifiques falaises dans l'eau, avec une eau très très claire, ce qu'on a en Corse, ce qu'on a sur tout le sud de la France, sur les îles grecques. On a une eau qui est trouble, ensablée, ce qui est un bonheur pour les archéologues, on va comprendre ça tout à l'heure. Alors à l'époque, donc, il y a une tour de Straton, ça c'est à peu près de moins 600 jusqu'à moins 23, moins 24. Et puis on a un homme en haut à droite, c'est Hérode le Grand. Tout le monde entend parler du roi Hérode. Il est connu pour le temple de Jérusalem, pour l'extension. C'est lui qui va étendre le sommet du Arabaïd, du mont du temple. Il est connu par rapport à Masada. Tout le monde a entendu parler de Masada et du roi Hérode. Il est connu par rapport à l'Hérodion. Il est moins connu, bien évidemment. On a redécouvert sa tombe, par hasard, là aussi, un hasard extraordinaire. C'est un autre sujet, une autre conférence. En plein désert de Judée, on retrouve la tombe d'Hérode. Une très belle expédition au musée d'Israël. Et puis des fouilles absolument incroyables. Cet homme est un visionnaire. Ok? C'est quoi un visionnaire? C'est quelqu'un qui se lève un matin et qui a une idée que personne n'a eue avant lui. Et c'est un visionnaire avec une deuxième qualité, il va au bout de ses idées. Et donc son idée c'est quoi? C'est Césarée. Il veut absolument créer un port artificiel sur ce sable dont j'ai parlé, dans ces eaux troubles, capable d'accueillir tout le commerce de la Méditerranée en Terre Sainte. Ce qu'il va vendre aux Romains, c'est l'accès à l'Égypte, c'est l'accès à la Turquie, l'Anatolie, c'est l'accès à l'Asie, c'est l'accès à l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, la péninsule arabique. Et il va y aller, quoi. Et il va construire Césarée. Il va l'appeler Césarée en l'honneur de César Auguste, que vous avez à droite, qui est le fils adoptif de César, okay, pour que vous ayez une idée, et un des empereurs romains qui va le plus marquer l'Antiquité et l'âge d'or de l'époque de Rome. On est situé à 20 km entre Dor, Natania et Khadera. Il faut savoir qu'en Israël, je ne sais pas si vous avez navigué ou si vous êtes baladé sur la côte, on a un seul port aujourd'hui industriel, un port militaire, le seul, qu'on doit aux Anglais, c'est le port de Haïfa. Okay, avant 1930, il n'y a pas de sous-marin en Israël, il est sans sable, il n'y a pas de marine, on trouve quelques sous-marins sous l'eau liés à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est une autre histoire.
Et on a une difficulté, c'est que toute la côte est ensablée. Le seul endroit où on peut faire un port en eau profonde, c'est les Anglais qui vont le comprendre, c'est dans la baie de Haïfa, parce qu'on a du Kourkar, on a une roche dure. Ils vont désensabler et créer le port militaire, commercial de Haïfa. Alors c'est une ville qui, à l'époque du roi Hérode, c'est 95 hectares, c'est énorme pour l'Antiquité. 100 000 habitants à l'intérieur des remparts. Pour qu'on comprenne ce dont on parle. 100 000 habitants pour l'Antiquité, qu'il faut nourrir, dont il faut évacuer les déchets, qu'il faut faire boire, à qui il faut une activité économique. C'est une des plus grandes villes à l'époque en Israël. Pour construire le port, le théâtre que vous voyez là, l'amphithéâtre, et la première muraille qui est dessinée ici, c'est à peu près 12 ans de travaux, des milliers d'hommes, on parle de 10 000 hommes. Alors même si dans l'Antiquité et en archéologie on apprend beaucoup l'humilité, c'est que le temps de l'Antiquité n'est pas le temps d'aujourd'hui. À l'époque on a du temps, beaucoup de temps, on regarde les choses différemment et on multiplie tout simplement. On est déjà dans la division du travail, un peu dans le taylorisme, et là où il faut, comme on n'a pas les moyens technologiques d'aujourd'hui, de levage, etc., on va utiliser le facteur humain et on va démultiplier le facteur humain. Une des prouesses de Césarée, et c'est pas le sujet ce soir, mais je le mentionne quand même, c'est d'avoir construit un port sur du sable. Oui. Et pour faire ça, il faut des bases, pour pouvoir créer ensuite des magasins, des digues et une tour énorme. Et ils ont fait ça avec un béton hydraulique. Comment est-ce qu'on fait un béton hydraulique? On prend de la lave du Vésuve, on la réduit en cendres, on met avec de la chaux, on met ça dans des caissons en bois, avec une hydrolyse de l'eau, on coule tout ça, à l'époque sans masque et tuba et sans matériel de plongée, et à 12 mètres, on a les premières fondations de ce qui va être le port de Césarée. Ingénieurs juifs et romains qui collaborent, et le port va être le troisième port le plus important dans le monde gréco-romain de l'époque, après le Pirée et Alexandrie. Donc, il faut imaginer un peu de quoi on parle. Les vestiges de Césarée, sûrement vous avez marché là-bas, mais j'aime bien préciser les choses parce que j'entends tout et n'importe quoi. On a un petit hippodrome qui fait 250 mètres de long, 50 mètres de large, 12 rangées de sièges, 3 étages, 10 000 personnes. Pour un hippodrome à l'époque dans le monde romain, c'est un hippodrome intéressant. Ce que personne ne sait, c'est qu'à 1,5 km sous la terre, on en a un qui fait 3 fois cette taille, qui est sous terre. Donc on voit encore l'obélisque, on voit la porte d'entrée, et il est à quelques 600-700 mètres de l'entrée de Césarée. Ça on l'a vu et on le verra dans les voyages d'Israël Archéologie. On a un petit théâtre que vous connaissez sûrement ici, qui est juste en bas, là, dans lequel il y a des spectacles. Alors l'hippodrome il est là, ok, 10 000 places. Aujourd'hui ce qui reste c'est ces gradins-là. Toute cette partie-là est fondrée dans la mer. On a encore la partie au milieu, la scène au milieu où tournaient les chevaux, les chars. Et à l'intérieur, on a eu plein d'événements historiques qui se sont déroulés. Donc ça, on peut marcher aujourd'hui au milieu. Ici, on a le palais d'Hérode, avec une piscine ici en eau douce, au bord de la mer, au bord de l'eau de mer. Et ici, on a le petit théâtre dont j'ai parlé. Le grand hippodrome, il est là sur le plan. Et le grand amphithéâtre, qui fait 2 fois et demi cette taille, il est à peu près ici, sous la terre. On a fouillé 7% du site, seulement. On a en ce moment ici, grâce au fonds Rothschild, fonds Edmond de Rothschild, 150 millions investis sur les fouilles archéologiques du site. C'est bon, tout le monde y est? On est en train, pour ceux qui étaient avec moi, je sais qu'il y en a qui étaient là quand on a fait la visite à Césarée, à cet endroit ici, on est en train de retravailler sur le podium. On refait les escaliers qui montaient ici à une 30aine de mètres. Pour on a eu un temple, on a eu une église octogonale, on a eu une mosquée. Chaque fois qu'un peuple a pris possession de Césarée, il a marqué religieusement son empreinte sur le point le plus haut, face à la mer, pour asseoir sa domination et sa puissance. Oui. Vous parliez des épaves tout à l'heure. Je vais y venir, oui. Du coup, elles sont près du site. Je vais y venir. Alors, je voulais vous mettre aussi quelques repères historiques. Alors, la première personne que vous connaissez tous, c'est Ponce Pilate. Il est connu pour avoir... il s'est lavé les mains, on le voit ici, se laver les mains, vous voyez. Voilà, il se lave les mains, il vient de condamner le Christ à mort. Il est procurateur de Judée, et la capitale de la Judée à l'époque, c'est, pour les Romains, il habite où ça? À Césarée. Dans quelle villa? La villa du roi Hérode, en bord de mer, avec la piscine, avec les jardins. Jérusalem,
à l'époque, pour les Romains, c'est une ville à surveiller, une ville dangereuse dans laquelle il y a les zélotes, dans laquelle il y a le temple, dans laquelle les Juifs sont agités religieusement avec de la fièvre. Et la capitale, c'est donc Césarée. 66, c'est la révolte juive. Ça va mal se terminer, puisque le temple va brûler le 9 Av. Titus, Vespasien, la 10e légion qui vient de Gaule. Donc c'est une histoire qui finit mal. Et malgré tout, vous savez comment sont les Juifs. Akshan, on dit en hébreu, ils sont têtus, ils lâchent rien. Leurs petits-enfants se révoltent. Ils ont un leader religieux qui est Rabbi Akiva, et ils ont un leader non religieux, militaire, qui est Bar Korva, le fils de l'étoile. Et là aussi, ça va mal finir, très très mal, puisque Rabbi Akiva meurt à Césarée, dans l'hippodrome, écorché vif et en citant le Shema Israël. Dans Césarée, ça se passe dans l'hippodrome que vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, je vous ai parlé ici du premier évêque, Eusèbe de Césarée, qui est connu pour ses écrits. On est juste avant que le christianisme devienne religion de l'Empire romain, Orient-Occident, en termes de repères. La conquête arabe en 630, c'est-à-dire que Césarée va tomber 8 ans avant Jérusalem, donc une base importante pour les Arabes. Ensuite, Jérusalem va tomber. On a le roi Baudouin Ier, celui qui va faire les croisades, qui arrive ici et qui prend en 1101 Césarée, c'est-à-dire 2 ans après la chute de Jérusalem. Là, c'est le contraire. Jérusalem tombe en 1099, et 2 ans plus tard, c'est Césarée qui tombe, tellement fortifié que les croisés ont mis 2 ans à prendre la ville. Saladin, qui va mettre tout le monde d'accord, qui en 1187 défait les croisés. Les croisés vont reprendre Césarée parce que c'est stratégique, à leur tête, le bon roi Saint-Louis. En hébreu, on ajoute parfois un terme de malédiction parce qu'il a été un des rois les plus durs, les plus antisémites contre les Juifs et contre notamment les Juifs en Israël. Mais Louis IX est à Césarée, il va y rester 2 ans avant de mourir de la peste, vous le savez, sur le retour de Terre Sainte à Carthage, à Tunis. Et en 1265, on a Baybars, le Mamelouk, qui lui va finir l'histoire de Césarée parce qu'il va détruire complètement les remparts. Et la ville va sombrer dans l'oubli pendant presque 800 ans. 5 tremblements de terre, dont un en 21-22 avant Jésus-Christ, qui attaque toute la Judée. Et le port ne va jamais retrouver le lustre qu'il avait à l'époque des Romains. Alors, vous avez ici ce port, vous m'avez posé une question, je vais répondre tout de suite, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Ça, c'est le port en maquette. Dessous, on a les bases du port au niveau hydraulique. Et quand on prend une photo satellite, ce qui marque, c'est qu'on a exactement le port, la digue, l'entrée du port, les autres digues, et tous les magasins et l'ensemble des digues écroulés sous l'eau. Pour ceux qui font du snorkeling, pas le masque tuba, à 5 mètres, 6 mètres, on voit les premiers vestiges. En profondeur d'eau, au maximum ici, on est entre 12 et 18 mètres, entre l'intérieur ici du bassin, où étaient les bateaux, et l'extérieur. Alors, 2 remarques. La première, pour un archéologue, pour tout archéologue, l'archéologie sous-marine, c'est un rêve, un fantasme. Pourquoi ? C'est une capsule de temps qui coule en même temps, dans laquelle on a tout au même endroit. Je m'explique. On a un bateau qui coule, bateau romain. On est en 130. Si le bateau s'ensable correctement et avec les mouvements dont je vous ai parlé, très souvent il est recouvert. Sous le sable, on a des voiles, on a des membrures, on a des cordages, on a la coque, on a les restes de l'équipage, on a la cargaison, on a des outils, on a la cuisine, on a ce qui mangeait, on a tout au même endroit. Pour avoir la même chose sur un site terrestre, il faut fouiller des hectares. Là, on a tout au même endroit et ça bouge pas. Ce qu'ils avaient dans les poches, les monnaies, les outils, le bois est conservé. Il y a juste un problème, c'est que quand on sort ces objets de l'eau, à part par exemple l'or, oui, eh bien il faut traiter très rapidement, sinon ça part complètement. Ça se liquéfie complètement, notamment les structures en bois. En Israël, je vais pas trop rentrer dans le sujet, mais j'ai été inspecteur des antiquités israéliennes. C'est quoi le rôle d'un inspecteur des antiquités israéliennes ? De surveiller plusieurs dizaines de milliers de sites archéologiques sur à peu près 10 000 ans d'histoire dans le pays. Certains sont connus, on a cité Masada, Césarée,
je suis sûr que vous êtes capable d'en citer d'autres, Jérusalem, il faut savoir qu'on a des dizaines de milliers de sites archéologiques dans le pays. Et sur le long de la mer Méditerranéenne, il y a des endroits où on a 8 épaves, les unes sur les autres. Et on en a une tous les 5, 6, 7 mètres. Parfois on a 10 épaves les unes sur les autres, qui reposent sous le sable, sous l'eau. Quand il y a des tempêtes, qu'est-ce qui se passe? Le fond de la mer bouge, et de temps en temps, on découvre des choses incroyables. Et ça, c'est le rêve d'un archéologue. Comment est-ce qu'on travaille? Eh bien, on se promène. Il y a des gens qui se promènent sous l'eau, qui plongent, en plongée loisir, hein, et qui regardent et qui observent. Souvent, on fait ça après une tempête, juste après la tempête, parce qu'on sait qu'en général, il y a une contre-tempête, et que ce qui a été découvert un instant va être très très vite recouvert, et donc il faut absolument qu'on ait les yeux pour aller voir ce qui se passe. Et donc des bateaux, il y en a... on est filmé, donc je ne vais pas tout raconter, mais il y en a bien sûr à l'intérieur, okay, qui ont coulé, qui ont brûlé, qui ont, dans les différents conflits, les différentes attaques dont j'ai parlé. Il y en a à l'extérieur, là, et puis il y en a tout le long de la côte. Plus on s'approche de Césarée, plus on a des bateaux. À l'époque, on évite de traverser la Méditerranée en largeur dans les deux sens, on longe les côtes, on canote, okay, on ancre, et puis on essaye de ne pas être trop près parce que sinon on risque de percer la coque et de couler, mais en même temps on s'éloigne pas trop parce que la pleine mer c'est encore plus dangereux. Okay, et donc on doit trouver l'équilibre entre ces deux arbitrages. Pour nous c'est extraordinaire chaque fois qu'un bateau a coulé, qu'on l'ait fait couler, qu'on l'ait aidé ou pas. Pour les archéologues c'est un rêve éveillé. Alors on va venir à l'histoire de Césarée. En 2015, il y a 2 plongeurs qui se promènent là, qui plongent. C'est un vendredi matin. Et comme chaque semaine, ce sont des gens qui connaissent le site parfaitement bien, des plongeurs émérites, vous allez voir. Et ils voient des objets brillants sur le sable. Ils vont penser que c'est des... Au début, il y en a un qui pense que c'est des pièces en chocolat, vous savez, qu'on recouvre de papier doré. Et le deuxième, il pense que c'est des jetons d'un jeu qu'un gamin a balancé du bateau, c'est ce qu'ils se disent, quoi. Vous savez, les gens sont curieux, donc ils mettent la main. C'est pas du chocolat, ouais, et ça brille vraiment beaucoup. Et ils viennent de mettre la main sur le plus grand trésor jamais trouvé en Méditerranée. Ils vont sortir de l'eau, ils vont ramasser une soixantaine de pièces, et la première chose qu'ils font, c'est passer un coup de fil à l'autorité des antiquités israéliennes, parce que ce sont des bons citoyens. Ouais, il y a une loi particulière en Israël, c'est que tout ce qui est trouvé en Israël appartient à l'État. Alors qu'en France, par exemple, en Angleterre, en Allemagne, il y a des lois un peu différentes. On peut être associé de l'État, on peut être associé du propriétaire du terrain, on peut faire 50-50, un tiers, 2 tiers, on peut faire des ventes aux enchères. En Israël, on vous met un coup sur l'épaule, on vous tape une bise, on vous dit merci, on vous donne un diplôme. Et puis voilà. Eux, ils appellent le bureau des antiquités, le siège des antiquités marines. Il y a des gens ici qui étaient là-bas. Je me souviens très bien, par exemple, de toi, là-bas, avec ton épouse. C'est à Césarée. Sauf que, je vous expliquais vendredi, samedi, Shabbat, ouais, c'est compliqué pour les juifs pieux. Mais a priori, c'est une histoire de fou, quoi. Et donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est de retourner sur le site et de trouver l'endroit où ils ont sorti les pièces. Vous avez déjà essayé de chercher une aiguille dans une botte de foin? Dans la mer? Ça vous dit quelque chose? Alors, ces gens-là sont des gens assez extraordinaires parce qu'on a retrouvé très très rapidement l'endroit. Et là où eux avaient sorti une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, en tout ils en ont sorti 60 ce jour-là, en pensant qu'il n'y en avait plus, ben, vous allez voir qu'à terme on en a sorti quelques-unes. Alors, à la base, il y a 6 plongeurs. Okay, alors, ils plongent les uns à côté des autres. Il y a 2 personnes, Tzvika et Kobi, qui sont aujourd'hui des stars en Israël, des amis. Ils ont eu 2 choses. L'état de choc, ce qu'on dit helem en hébreu, ouais, c'est-à-dire complètement choqué, quoi. Et la deuxième chose, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire on n'arrive pas à y croire, quoi. On se dit c'est pas possible, quoi. C'est un piège. Où sont les caméras? Ils cherchaient des caméras, ils se sont dit on essaie de nous tester. Tout le monde sait que les policiers sont tordus, leur choutatikote aussi, c'est des tordus. Ok, c'est pas possible cette histoire, quoi. Ouais, des pièces comme ça, là, à quelques mètres de profondeur, à X centaines de mètres de là, c'est pas possible. On est venu 100 fois, 200 fois, on est passé par là. Ouais. L'incrédulité, l'étonnement, vous allez le voir dans ce que je vous montre maintenant. Donc ils ramassent 60 pièces, ils alertent l'unité marine, voilà Kobi en haut, Tzvika en bas. Quand je vous dis que c'était des stars, ce sont des stars internationales, quoi. J'ai communiqué il y a pas longtemps à Zanzibar, par exemple, en Afrique, où j'ai fait une conférence.
comme ça un soir dans un club de plongée, et j'avais une 150 Israéliens qui sont venus assister à la conférence. Donc on voit Tzvika à gauche, ici là, et Kobe à droite, et je vais vous traduire, j'ai besoin de me rapprocher de l'écran de l'ordinateur pour pouvoir faire des arrêts sur image. J'ai voulu vous mettre le premier film. Alors il dit que ça avait l'air vraiment de pièces entourées d'aluminium, comme les pièces d'enfants, des pièces de chocolat. Ils étaient convaincus que c'était des pièces de chocolat. Je peux vous dire franchement, il a enlevé le détendeur et il a mordu la pièce, sous l'eau. Et quand il a compris que c'était pas du chocolat, il était vachement déçu, parce qu'il adore le chocolat. Mais il s'est dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Le truc c'était ça, c'est pas possible, et pourtant je l'ai dans la main. Et puis j'en ai une, et puis j'en ai deux. Il dit que ça a été un hasard total. Et ce qu'il a marqué, c'est le choc, l'incrédulité, le helem, je dis en hébreu. Et en même temps, elles étaient là, ces pièces, quoi. Elles étaient physiquement dans ses mains. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, ils ne savaient plus où les mettre. Ils les ont coincés dans la combinaison, mais après ils ont pensé que ça allait tomber. Ils étaient 6, ils se regardaient, ils étaient complètement hallucinés. Et puis il fallait retrouver l'endroit. Donc il y en a un qui est monté à la surface de l'eau pour essayer de prendre des repères avec la côte. Mais savoir si on est à 250 mètres, 230 mètres, 220 mètres, à droite de quoi, à gauche de quoi, oui, plus les vagues, très compliquées. Il est redescendu, ils ont repris des pièces. Toutes les idées, je les amène à la maison, je les amène pas, je le dis pas, je les montre à ma femme, à mes enfants. C'est une blague, il y a des gens qui se attendent sur la côte, on est filmé, pas filmé. Ouais. Le choc, le sourire, jusqu'ici. Alors, on va refaire. לפני שבועיים קובי וצביקה יצאו לצלילה שגרתית בנמל העתיק של קיסריה. המטבעות שגילו כמעט במקרה הסעירו את הדמיון. ההלם שיצאנו החוצה, קודם כל הפנים חינוך מאוזן לאוזן. השניים לא חשבו פעמיים והעבירו את מטבעות הזהב העתיקים שגילו על קרקעית הים לידי רשות העתיקות, שמיד הבינו שאולי מדובר בתיבת אוצר של אוניית תעופה שהובילה כספי מיסים או משכורות בדרך לחיילים. Alors, on est déjà sur une hypothèse. On a tout de suite compris au Chotatiko, vous savez, 60 pièces en or au même endroit. On a un garçon qui s'appelle Robert Cole, un ami qui est le conservateur pour Israël des pièces antiques, que tu connais aussi. Il y en a un ici qui a eu l'occasion de rentrer là-bas, dans le coffre-fort, et qui a vu 4,5 millions de pièces conservées aux antiquités israéliennes, de tout type, en or, en argent, de toute époque. Il en a vu quelques-unes. Robert Cole a donc les pièces dans les mains. Il repère tout de suite que c'est des pièces uniques, que c'est des pièces authentiques. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a 60. Et celui s'il y en a 60 sous l'eau, il plonge pas, Robert. Vous verrez les photos à la fin. Il a mis 3 ans. On a mis 3 ans à le convaincre de mettre un masque, un tuba. Ce que certains ont fait avec nous là au mois de mai avec Israël Archéologie, de mettre des palmes et d'accepter d'aller sous l'eau. Et j'ai tenu la main très fort. 3 ans malgré sa curiosité. Donc la première question qu'il a demandé, c'est d'après vous, est-ce qu'il y en a encore? Et la réponse qui est des plongeurs, c'est quoi? S'il y en a 60, il y en a peut-être 61, peut-être 65, peut-être 100, peut-être 102, mais c'est sûr que des archéologues amateurs, sans poêle à frire, c'est ce que c'est qu'une poêle à frire? Ouais. C'est un détecteur de métaux qu'on peut brancher sur le masque dans l'eau. Ça existe aussi au niveau technologie. En Israël, on est allé assez loin, donc on a des détecteurs de métaux qui fonctionnent sous l'eau. On s'est dit, c'est pas possible, on va en trouver quelques-unes de plus. Ok? Ce qu'on a pensé, c'était souvent on les trouve dans des petits récipients en terre cuite. Et c'est la paye, c'est des taxes d'un précepteur. Et donc, si le bateau a coulé, c'est tombé avec. Et puis voilà, les pièces ont été perdues. Donc 60, 100, 200, 300, c'est ce qu'on avait en tête à peu près. Ok ? 300, c'est l'inspecteur général des impôts de tout le pays à l'époque, Fatimide. Ouais. 100, c'est un notable de Césarée. C'est-à-dire un gros bourgeois de Césarée. Et entre 100 et 300, c'est ce qu'on avait en tête. D'accord ? Oui, je sais. Vous voyez ici Kobe Sharbit, qui est le directeur de l'unité sous-marine, et qui dit on sait qu'il y en a d'autres, et on va aller voir maintenant pour essayer de les sortir. Quelle profondeur
Alors, 5 mètres, 6 mètres. Bon, je crois que je vais plus l'arrêter, donc je mets tout, et puis je traduirai après. מדובר בתיבת אוצר של אוניית תעופה שהובילה כספית. אתם יודעים שיש עוד בקרקעית ואותם אנחנו עכשיו הולכים להוציא? גם המסגרת הזאת נותנת לנו תחושה שאנחנו על האוצר הגדול ביותר שהתגלה עד כה. Il dit que déjà il pense que c'est le plus grand trésor jamais découvert. מלוא היקפה של התגלית התת-ימית. Donc là vous avez la mise à l'eau des plongeurs. Vous avez ici Robert Cole qui est en train de regarder les toutes premières pièces. Et on commence à comprendre. Il dit que la première chose qui est marquante, c'est que c'est de l'or. 96 à 99% d'or pur. Il dit que ça dépasse toute imagination, tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on connaissait. Ouais, presque, très souple. Regardez. אז עכשיו ממש בכף ידי מטבעות בני 1000 שנה, האמת שהם גם די כבדים וזה מאוד מרגש, מה שנראה כמו שלל יומי בעוד מסע חסוסים של האוצר התת-ימי הגדול ביותר במזרח הים התיכון. בסופו של היום עומד מניין המטבעות של האוצר על כ-2,000 זהובים. בקרוב תחל עבודת המחקר המדעי המקיפה, בינתיים היום הם כבר רשמו הצלחה. מעולם לא החזקתי כל כך הרבה כסף ובטח ובטח לא זהב. אולי נעזור לממשלה במצב התקופי הרעוע שלה. Ça c'est un humour d'Israélien. Il dit que de sa vie il a tenu dans ses mains autant d'argent, de toute sa vie, et pourtant Kobi Sharvid dans ses mains il a tenu des choses magnifiques, on a sorti des choses fantastiques, on a sorti de l'eau à Césarée. Ça, la valeur monétaire de ce trésor, jamais, jamais. Et là vous êtes sur les 100-150 premières pièces, ça s'est pas arrêté. Ça a continué la nuit, le lendemain, et le surlendemain, le surlendemain, une histoire de dingue. De dingue. Alors il dit à un moment en sortant, on peut acheter un coca, allez-y, je crois qu'on a de l'argent et on a les moyens d'acheter le coca, je pense qu'on a réglé tous les problèmes. Et il dit même, je pense qu'on pourra même aider l'État d'Israël avec ces pièces, parce que tout de suite on a compris que le niveau de ce trésor était unique en Israël, unique dans le monde arabe, unique dans le monde méditerranéen. Je peux vous dire, c'est la plus grande découverte archéologique en Méditerranée de tous les temps. C'était février 2015, donc il y a à peine 4 ans. Oui, oui. Donc, 2 personnes, Kobi et Tzvika, okay, un geste citoyen exceptionnel. Je pense qu'il faut prendre la mesure de ça. Sortir de cet endroit, téléphoner en disant voilà, on a sorti des pièces, on en a 60. On les amène tout de suite à Jérusalem parce qu'ils étaient excités comme des fous, ils savaient que les pièces sont gérées à Jérusalem. Quand à Jérusalem, on a sorti Robert Cole de chez lui et qu'on lui a mis les pièces devant les yeux, il a cru que c'était une blague, il cherchait les caméras lui aussi. Il s'est dit, c'est un vaste coup monté par je sais pas qui, mais c'est incroyable. Imaginez l'excitation dans les jours qui a suivi. La peur aussi, j'essaie de vous retracer ça aussi, de ne pas retrouver l'endroit. Que la mer ait remis 3-4 mètres de sable dessus, et puis que ce soit à nouveau perdu pour 1000 ans supplémentaires. Et donc quand on a sorti les premières pièces, vous avez compris qu'après on a mis des moyens technologiques pour savoir exactement l'endroit, et même s'il a fallu déblayer 6 mètres de sable, on les aurait déblayés. D'ailleurs on a bien déblayé par la suite, pour être certain de rien laisser. Et ne me demandez pas si on en trouve encore, si on en a oublié ou pas, je n'ai pas compris la question. Alors, on va aller maintenant dans... Vous les voyez, à gauche, je pense que c'est assez net, avec un petit peu de coquillage, un peu de cailloux. Ce qui est noir, c'est d'ailleurs assez typique de la région de Césarée, c'est du béton hydraulique, des petits morceaux de béton qui servaient à poser les bases du port. Au début, on en a trouvé 1000, dans les plongées suivantes, 1500 supplémentaires. À aujourd'hui, on dit qu'on en a trouvé 2580. Ok ?
Là aussi, si vous me demandez si on en a perdu entre-temps, si on en a égaré, si on est perdu dans les combinaisons, je vous répondrai que non. Elles sont invendables, elles sont inécoulables sur les marchés de pirates d'Antiquité. Elles sont le plus grand trésor jamais découvert. On a trouvé 3 encres en fer qui sont de l'époque fatimide, on y vient, on va le voir en détail ce trésor. Voilà, un rêve d'enfant. Je crois que c'est vraiment le truc au bac à sable, quoi. On creuse avec les mains et on les sort une par une, quoi. Et le bateau? J'y viens. Alors je vous ai mis la deuxième partie des fouilles. Vous voyez qu'on est en combinaison étanche. Donc là on a mis des gros moyens, c'est qu'on va rester longtemps sous l'eau. À 6 mètres on pourra rester plus de 2 heures. On s'hydrate énormément. J'ai mis que le bruit de l'eau parce que on va pas entendre les dialogues pour des raisons évidentes. Vous avez vu qu'on a mis des repères dans l'eau? Ouais. Tout ce que vous voyez, donc, c'est une partie du port. On est extérieur, je peux le dire, à une des digues. Et là, on va travailler, regardez, en soulevant des parties du port. Et très très vite, vous allez voir devant vos yeux apparaître des pièces. Quart de dinar, demi-dinar. Regardez avec le doigt, vous les voyez ici? C'est la lumière du jour, avec une caméra. À l'époque, on n'avait pas encore les dons de la Fondation Israël Archéologie. Donc on était un peu limité. Aujourd'hui, on a offert l'année dernière une caméra de meilleure qualité, avec un meilleur éclairage. Mais regardez, c'est quand même absolument hallucinant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez devant les yeux. Vous êtes en direct. 6, 8 mètres de profondeur. Regardez. Alors, pour que vous sachiez, quand on en trouve une pièce comme ça sur un site terrestre, on en parle pendant 6 mois en Israël. L'archéologue, il fait un saut au plafond, il rentre chez lui, il est euphorique. Sa femme sait que c'est le jour où il faut demander tout ce qu'elle a jamais demandé et jamais obtenu. Ses gamins aussi. Et là, on en sort des sacs et des sacs. Regardez. Vous entendez les mouettes. En bas, derrière, on a Kobe qui n'arrête pas de photographier. On était pourtant 6e, 7e jour, 8e jour de fouille. Il dormait plus. Enfin, on dormait plus. Plus personne dort. Ouais. Et on veut faire qu'un seul truc, c'est aller sous l'eau. Ça s'arrête jamais. En plus, c'était fantastique, parce que ça s'arrêtait jamais. Ça sortait 10, 20, 30, 40, 100, 50. On a sorti 2580 pièces. Je vous ai mis le poids 7,5 kg en quelques temps. Un petit peu de temps. Et jusqu'à qu'on soit quasi certain, à peu près certain, on n'est jamais certain de rien en archéologie, qu'il n'y en avait plus. Et régulièrement, bien sûr, tous les vendredis, tous les jours de la semaine, on passe. Parce qu'on ne sait jamais, quoi. Puisque là, on attend que la mer travaille, on est des feignants. 7,5 kg d'or pur, 96, 97, 98, 99 carats d'or pur. C'est du 24 carats, c'est le maximum qu'on peut avoir. Alors là, vous avez des vraies pièces en chocolat. Celles-ci, elles sont en chocolat. Et ça, c'est la plongée la plus émouvante, une des plus émouvantes que j'ai fait ces dernières années. C'est Robert Cole, le conservateur, qui passe sa vie dans un bunker, sous le musée d'Israël, à surveiller, compter, numéroter, identifier et publier toutes les trouvailles fantastiques qu'on fait en Israël en matière de numismatique. Et tous les peuples sont passés par Israël, Grecs, tout le monde est passé. Et donc on a des pièces du monde entier qui sont là, dont certaines pièces uniques, même des pièces de Napoléon, quand Napoléon est passé là, pour vous dire, si les Corses sont contents parfois d'aller frapper aux antiquités israéliennes. Donc ça, c'est des pièces en chocolat vraiment, et ça, c'est des exemples encore de pièces, de la quantité de pièces qu'on sortait. Il a mis 3 ans. Alors, il a fait son premier baptême de plongée en 2018. Voilà, l'année dernière, c'est la première fois qu'il a accepté de mettre le matériel et d'aller sous l'eau pour aller voir le site où sont sortis ce que lui considère comme son plus beau trésor jamais découvert. Ce sont les pièces fatimides. Alors, les Fatimides, les califes ont régné donc pendant 260 ans. Ils ont, on verra une carte tout à l'heure, occupé la plus grande partie du monde arabe avec une inversion chiite-sunnite dont je parlerai dans un instant. Ils sont originaires d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie. Ils ont conquis l'Égypte en 969. Ils ont construit une capitale donc au Caire. Et on voit ici un quart de dinar, là, avec un calife fatimide dont je vais parler tout à l'heure, qui s'appelle Al-Hakim, dont la date est 996. Et en Israël, il y a une minorité qui est connue,
qui est lié à ce calife El-Hakim, des gens qu'on aime beaucoup en Israël, dont on parle malheureusement pas assez, une minorité très sioniste, très fidèle à l'État. Merci Emmanuel. Les Druzes. Okay, pour les Druzes, le calife qui fonde la religion druze, le chiisme avec le monde musulman chiite, c'est qui? C'est lui. Okay, c'est ce calife-là qui est mentionné ici sur ces pièces. La pièce était frappée à Palerme, en Sicile, okay, pour vous dire la puissance de l'empire fatimide. Ce sont des chiites, vous avez entendu, et ils se réclament directement de Fatima. Qui est Fatima? La fille de Mahomet. Okay, et donc ils ont une ascendance, d'après eux, très noble, directement relayée au prophète. Alors, on est plus intelligent quand on voit une carte, et on voit ici leur capitale, et on voit leur influence. Okay, toute la partie de la péninsule arabique, tout ce qu'on appelle Israël et la Grande Syrie, vous êtes avec moi? Et tout le Maghreb, et la Sicile. Peu de gens savent que les Fatimides ont régné également en Sicile, et c'est pour ça que les pièces sont frappées d'ailleurs à Palerme. C'est la même idée que Hérode. Si on contrôle toute cette partie-là, qu'on contrôle les ports, qu'est-ce qu'on contrôle? La moitié du commerce mondial. L'autre moitié est contrôlée ici. Vous êtes d'accord? Et qui sont les personnes avec lesquelles on va le plus commercer? Les sunnites. Donc j'ai expliqué que c'est très compliqué, parce que tout cela sont des chiites, alors qu'aujourd'hui, tout ce monde-là est sunnite, et ils sont en compétition avec des sunnites qui sont à Bagdad, qui aujourd'hui sont des chiites. C'est bien, vous suivez, c'est fantastique. Alors comment ça s'est renversé? Je vais expliquer. Alors, je voulais vous montrer aussi de quoi ils ont l'air, ces Fatimides. Ce que vous voyez, c'est deux choses. Des soldats, qui dit commerce, dit création de valeur, dit qu'il y a des gens qui se diront toujours que c'est fatigant de créer de la valeur, de travailler. Oui, c'est moins fatigant d'aller se servir à la source, par la force. Et donc, quand on a un trésor et qu'on construit de belles choses, il faut des soldats pour protéger ce qu'on a construit. Oui, protéger les bateaux, les cargaisons, les villes. Et donc, les soldats. Ils n'ont pas fait l'école du rire. Hein, les Fatimides, vous avez vu l'expansion fatimide. C'était assez clair, quoi. C'était conversion à l'islam. Oui. Ou alors, pour les hommes, la tête coupée. Donc c'était un dialogue assez clair. Et quant aux femmes, on ne demandait pas si elles voulaient avoir la tête coupée ou pas. On les prenait de force, c'était réglé, quoi. Les vieilles dames pour aller chercher l'eau au puits, et puis faire les travaux à la maison. Et toutes les jeunes femmes en âge de procréer comme épouses. Et chez les Fatimides, on est patient. Et ils ont compris une loi de l'Antiquité, c'est un homme, une femme, un enfant. Et quand il naît, il ne sait pas faire grand-chose, il braille beaucoup. La femme est fatiguée, c'est compliqué. Mais un homme, 10 femmes, 10 possibilités. Un homme, 20 femmes, 20 possibilités. Donc, en plus, il y a une grande mortalité infantile, n'est-ce pas? Les femmes meurent en couche. Donc, vous multipliez les épouses. Vous y êtes? Bien. À droite, ce ne sont pas les barbares qu'on imagine. Ok? On voit ici des vêtements extrêmement précieux. Oui. Des médecins, des musiciens. Et on lui sert un liquide. C'est du thé à froid. Vous connaissez ça en Jordanie? Hein? C'est du thé qui est un peu whisky, mais à froid dans une théière, quoi. Parce qu'officiellement, on ne boit pas d'alcool. Donc il y a un peu de liberté. C'est l'âge d'or à l'époque. Et on voit ici des musiciens, des danseurs qui sont là pour réjouir les cacites de l'époque. Je voulais vous montrer deux choses intéressantes. Ici, on a une bague turquoise et or, sud de l'Espagne. Ok, ils sont montés jusque là-bas. Quand on voit la qualité de l'ouvrage ici, on est il y a 1000 ans à peu près. Pour les gens qui aiment les bijoux, c'est quand même extraordinaire. Alors on a quelque part en Israël, aux antiquités israéliennes, un endroit où on stocke des millions de pièces qui sont sorties de toutes les fouilles archéologiques du pays, depuis l'époque du mandat britannique jusqu'à aujourd'hui. Et on en remplit régulièrement, puisque tout est propriété de l'État d'Israël et qu'il y a une loi qui nous interdit de le vendre. À droite, vous avez un pendentif en or, extrêmement travaillé. Ici, vous avez une Magen David. Et là, j'ai fait un parchemin ici, c'est une annulette fatimide en Égypte. Elle est sur encre sur papier, bien avant l'invention de l'écriture. Ok ? C'est une miniature avec des prières, des incantations, tout ça en arabe littéraire. Et ici, on a
une étoile de David. Et comment il l'appelle également? Le sceau de Salomon. Et souvent j'entends dire par exemple que la Magen David n'est pas d'origine juive, mais qu'elle est d'origine islamique. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle s'appelle le sceau de Salomon. Donc en référence directe avec le nom du temple et le temple de Salomon. Ok? Une question qu'on s'est posée, je ne vous fais pas les animations, parce que c'est d'où vient l'or. Alors, on sait que l'or, il vient de mines qui sont contrôlées au Ghana, donc en Afrique, entre les fleuves Niger et Sénégal. Il est transporté avec des caravanes, qui s'arrêtent de caravanséral en caravanséral. Il est vendu donc aux marchands, envoyé aux entrepôts, fondu, ensuite on frappe les monnaies. Ok? À l'époque, la valeur, c'est la valeur de la pièce. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une valeur symbolique avec un accord psychologique entre les nations. Non. Ok? Et donc la monnaie a la valeur intrinsèque. Ici, vous avez une idée à peu près de l'état de ces pièces quand elles sortent de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de corrosion de l'or dans l'eau. Donc ça peut rester 1000 ans, 2000 ans dans l'eau. On le sort, ça brille comme si c'était neuf, quand on fait un petit coup d'éponge, même pas abrasive. Et on a la pièce qui brille comme au premier jour. Certaines d'entre elles ont été mordues. Ça veut dire quoi? Vous m'avez dit tout à l'heure, elles étaient souples, ces monnaies. Pourquoi elles ont été mordues? Parce que les marchands fatimides, ils savaient la souplesse de la pièce si c'était de l'or ou pas. Vous avez compris qu'à l'époque, on n'a pas de moyens chimiques, ok? On a des moyens de coercition si jamais on a un faussaire. Il valait mieux pas tromper les califes fatimides. Oui, il y a plein de choses, le poids, etc., la densité, mais ils avaient un truc infaillible là-dedans. Et s'il y avait un doute et qu'on avait grugé, c'était réglé, on y perdait sa tête assez rapidement. Ok? C'est ce qui avait plus rare au IXe siècle, l'or. C'était rare comme aujourd'hui, et la puissance fatimide, j'en parle dans un instant, a été absolument phénoménale. On n'a pas idée de ce que ça peut être. Mais c'est resté, la preuve, c'est que les Arabes adorent l'or encore. Exact, mais il n'y a pas que les Arabes, les Juifs aussi, non? Enfin, moi j'ai une femme juive, elle adore. Alors les inscriptions, peut-être, ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dessus? Non? Vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, ce qu'on a à droite, c'est la face de la pièce, ici, là. On vous dit qu'il est écrit, je traduis, je ne vais pas vous le lire en arabe, serviteur de Dieu et son associé, ok, l'imam Al-Hakim, vous vous rappelez? Souverain de Dieu, ok. Ici, on a au nom de Dieu, ce dinar fut frappé, ok, donc en l'an 403, c'est-à-dire 1012 de notre ère. On est combien de temps avant les croisades? Non, un peu moins. Ils arrivent en Israël en 99, ils partent en 1060, 1070, ils commencent à se préparer, il y a des messages qui sont donnés. Ok, c'est déjà une piste intéressante. Parce que la vraie question, c'est pourquoi ce trésor était autant important et autant concentré sur ce bateau qui a coulé. C'était l'exode de quelque part. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de... Classiquement, dans les pièces, à la même époque d'ailleurs en France, en Allemagne, dans tout le bassin méditerranéen, chaque pièce, on a, même chez les Romains et les Grecs, on a la tête de l'empereur, la tête du chef, quoi. Chez les Arabes, c'est pas possible, conformément à la religion islamique, aucune représentation de visage humain. Ok? Alors, ce qui rend ces pièces absolument incroyables, c'est l'autre face. Et là, vous lisez la Shahada, ici. Et la première fois qu'on l'a lu, moi j'ai vu des gens, les larmes aux yeux. C'est la première fois qu'on trouvait la profession de foi, l'équivalent du Shema Israël pour les Juifs, la Shahada pour les Arabes. Regardez, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, il n'a pas d'associé. Mohammed est le messager de Dieu, Ali est l'intime de Dieu. Ali, dont on a parlé tout à l'heure. Alors Ali, qui est-il, Ali? Il est le cousin de Mahomet qui épouse sa fille, qui va avoir 2 fils, Hussein et Hassan. Il va finir par mourir. Et à partir du moment où il meurt, il y a un schisme entre chiites et sunnites. Il est le 4e imam, 4e dans la lignée des dirigeants du monde musulman. Ceux qui sont fidèles à Omar, à l'oncle de Mahomet, par les hommes, sont sunnites, les autres se réclament du chiisme. Il va y avoir un schisme dans l'islam. Et ici, on fait référence à Ali, qui est donc le cousin du prophète, qui épouse sa fille, et qui va avoir 2 fils, qui va à la fin être assassiné, qui lui-même n'a pas très bien reconnu Othman, les 3 premiers califes. Il les a beaucoup discutés. À la fin, il va être lui-même calife, le 4e, il va être assassiné, et là, il y a un schisme dans l'islam.
l'intime de Dieu, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc quasiment divin, quoi. Hein, okay, donc la Shahada ici, et la sourate 9, verset 33 du Coran. Toutes les pièces sont les mêmes? Non, on a des quarts de dinar, on a des demi-dinars, on a des dinars complets. Elles font en moyenne 4,1 grammes. Non, elles sont assez diverges. Elles font référence chaque fois à un calife différent. Ici, par exemple, on voit que le calife, c'est Al-Mansour, Ali Al-Mansour Al-Harim. Vous le voyez ici. Ok, dinar frappé au Caire, donc il n'est pas frappé à Palerme. Et on est 1021, soit, on va dire, 70 ans avant que les croisés ne posent le pied en Terre Sainte physiquement. Donc ils sont déjà en route en Europe, ils sont déjà en train de se préparer. Vous imaginez bien qu'on n'est pas parti aux croisades en 15 jours. Hein? Comment vous savez les lieux de frappe? Alors comment on sait les lieux de frappe? Soit parce que c'est marqué sur la pièce, soit parce qu'on fait des analyses sur l'or et qu'on peut savoir exactement la mine, hein, en fonction du grammage, du contenu de l'or, de ses caractéristiques. On peut identifier aujourd'hui en technologie absolument tout. Donc c'est vraiment une pièce, elle porte du signifié avec l'inscription, du signifiant avec sa constitution, et c'est vraiment dans le contexte quelque chose d'incroyable. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les questions de ce que nous disent ces pièces, de leur valeur. Ça vous intéresse. La plupart du trésor d'ailleurs, ce sont des pièces quasiment neuves qui n'ont jamais servi. C'est très important de comprendre ça pour l'interprétation en termes d'hypothèse de ce trésor de Césarée. Donc on en a frappé sur la côte tunisienne, on en a frappé au Caire, on en a frappé en Sicile. Okay, on a 3 grands groupes de. Okay, elles sont toutes liées au calife fatimide et on est entre 996, 1021, 1036, 1040 on va dire pour les pièces les plus tardives. Okay, 1040 ça veut dire qu'on est 50 ans avant que les croisés ne posent le pied en Terre Sainte. Et voilà le lien avec les Druzes parce que c'est le prophète Druze. Et la troisième photo, c'est la photo la plus émouvante pour moi. Pour eux, c'est la première fois qu'ils avaient une référence au fondateur de la religion druze. Donc on a fait une cérémonie et le directeur du Reshut HaAtikot, Israël Chasson, a remis et a reçu les Druzes de manière officielle, tous les dignitaires druzes en Israël, qui ont pu avoir dans les mains ces pièces. Et pour eux, c'était des moments d'émotion aussi intenses que ce que les chercheurs ont ressenti en sortant les pièces de l'eau. Parce que vous imaginez, les Druzes ont longtemps été une minorité. Ils n'ont pas été très bien accueillis dans le monde chiite, dans le monde sunnite. En Israël, ils jouissent, vous savez, de la citoyenneté pleine et entière, ce qui n'est pas le cas de leurs frères au Liban ou en Syrie. Mais on ne fait pas de géopolitique ce soir. Et on voit dans les yeux de cet homme beaucoup de choses dans ses yeux. Celui qui a fondé la religion druze, c'est un des suiveurs de Ali quand il est assassiné. El-Hakim, le calife dont on a parlé, eh bien, il dit que El-Hakim est lui-même à l'image de Dieu, de Mahomet. Pour lui, il considère que c'est le premier calife. Et ils font un schisme, ils vont sortir dans une religion qui est plus universelle que l'islam, avec des interdits très proches de ceux des juifs en matière alimentaire et des arabes, en matière d'alcool, etc. C'est une religion secrète, très particulière. On ne peut pas se convertir, par exemple, aujourd'hui au druzisme. On est druze que si on est né d'un père et d'une mère druze. Et la particularité des Druzes, c'est qu'ils portent le drapeau d'Israël, vous l'avez vu, en même temps que le drapeau druze, avec les couleurs druzes. Je vous remets ça. Voilà, on voit ici des soldats druzes. Et pris d'une façon très particulière. Et pris d'une façon secrète, dans un lieu de culte secret. Seulement les gens qui sont éclairés prient, les autres ne le sont pas. Ils ont le droit de ne pas être religieux, ils ont le droit de revenir à la religion une seule fois, et d'en ressortir, vous direz rentrer. Et ensuite c'est terminé. Et gens pour prier pour eux. Et ceux qui sont religieux sont tributaires des secrets de la religion druze, sont des commentaires du Coran. On sait un peu plus aujourd'hui, bien évidemment, mais c'est une religion assez secrète. Ils sont essentiellement dans le nord d'Israël, en Galilée, dans le Golan, et bien évidemment en Syrie, au Liban. Il y a 1 million de personnes dans le monde. Okay, c'est à peu près le nombre de Druzes que compte cette communauté de croyants. Alors, pour vous me parler encore des Fatimides, je voulais vous montrer 2-3 petites choses. D'abord, un petit clin d'œil ici à la synagogue Ben Ezra, dans le Vieux-Caire, fondée en 882, donc on est pile poil dans les bonnes périodes. Et vous savez qu'elle est connue, cette synagogue, pour être la plus grande découverte de sources écrites de l'époque du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la Geniza du Caire, entre des milliers de documents. Et on a permis, grâce à l'étude de ces documents, de savoir les salaires et les prix des marchandises
pour avoir un petit peu d'étalon. C'est-à-dire que, moi je vous dis, bon voilà, on a un dinar or fatimide, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un dinar? Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 2 dinars, avec 10 dinars? C'est intéressant peut-être, non? Et en même temps, je vous montre ici la beauté, en cristal, ici cette carafe fatimide, ouvragée en verre antique, avec sa tête en or et en pierre précieuse, absolument incroyable, qui date du XIe siècle. Et donc, j'ose pas vous dire en Europe à l'époque ce qu'on est en train de produire en termes de verrerie, quoi. C'est une inversion totale entre le Moyen-Âge et l'âge d'or, quoi, le monde éclairé et les ténèbres. On a trouvé ça où Au Caire. Ah, ok. Donc les prix étaient exprimés en dinars. Alors là, je vais vous faire un peu mal à la tête. Je sais que c'est dimanche, on ne voulait pas, mais j'essaie de vous initier un petit peu à tout ça. Donc les dinars sont en or ou en argent. On les appelle les dirhams. Et un dinar vaut 40 dirhams. Vous y êtes? C'est assez simple. Un dinar égale 40 dirhams. C'est bon? Vous êtes tous, mes enfants ils m'ont dit la même chose, ils m'ont dit c'est bon, puis après quand j'ai tourné le diable d'après, ils ne savaient plus déjà. Donc on va essayer de le faire. Donc un dinar égale 40 dirhams, on y est? Parfait. Ici on voit un travailleur saisonnier, il transporte quoi? Vous avez peut-être reconnu? De l'eau. Okay, il transporte de l'eau, les femmes vont le puiser au puits, lui il le prend dans des grandes cruches, il fait le tour des maisons et il distribue l'eau. Et il est payé. Son salaire journalier c'est 1 à 1,5 dirhams. Donc il gagne 12 dinars par an, 12 dinars or par an, c'est son salaire. Avec ça, il se nourrit lui et une 6, 7, 8 personnes autour de lui. Une ou 2 femmes, les enfants, ses parents s'ils sont encore là. Ok? Donc son salaire annuel c'est 12 dinars, vous y êtes? Ok, parfait. J'ai cherché après à vous montrer ce que touche un fonctionnaire des impôts. N'ayez pas peur, il n'y en a pas dans la salle. Supérieur, donc c'est un chef, quoi. Un inspecteur. Lui, il touche 180 dinars d'or par an. D'accord? C'est-à-dire plus de 15 fois quasiment ce que touche le porteur d'eau. Et avec ça, il a une prime de 9000 kilos de grains, du blé, qu'il peut vendre, qu'il utilise en général pour ses gens, pour ses métayers, pour les gens qui travaillent pour lui. Parce qu'il a des terres, il les fait travailler. Vous y êtes? Ok. Parfait. 1 kilo de pain, c'est moins de 2000 dirhams d'argent. Donc notre porteur d'eau tout à l'heure, il vit correctement, il peut s'acheter tous les jours un poulet complet et au moins 2 kilos de pain. On y est? Un manteau à Jérusalem coûte 5 dinars d'or. C'est cher, on est à Paris ou à Genève là. Ok? On est à Al-Quds, pour les Arabes la Sainte. Et donc les prix là-bas sont élevé. Une esclave, 15 à 20 dinars. Ok? Donc 4 manteaux, on a une femme. Voilà. Bon après, si elle est rousse aux yeux verts et que c'est une roum, c'est quelqu'un qui vient de l'Occident, c'est plus cher qu'une arabe qu'on a déjà en magasin X fois dans la région, bien évidemment. Si elle est jeune, si elle est vieille, si elle a toutes ses dents, si elle a des bons mollets, ouais. Si elle peut donner naissance à des enfants ou pas, je suis caustique, mais c'est malheureusement la traite des êtres humains. Une grande maison, toujours à Jérusalem, ça vaut 150 dinars. Ok? Grande maison, 150 dinars. Donc 10 esclaves égale une maison. Ok? C'est-à-dire que c'est pas si commun que ça, les esclaves à l'époque, quand même. Ça vaut quand même pas mal de sous. Et quand on épouse, quand la dot d'une épouse s'élève à 62 dinars en or qu'elle amène, que le père donne à sa fille pour la marier, pour faire un bon mariage. Ok? Donc elle vaut quand même quelques fois plus le prix d'une esclave. Femme officielle qui, le plus souvent, va vivre en harem, complètement fermée, dévouée à un seul homme. Ok? Et elle va lui permettre de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, X femmes, X fils, parce que c'est ce qu'on valorise beaucoup à l'époque, un petit peu comme dans d'autres régions du monde aujourd'hui. Et on a un peu une idée assez loin quand même de ce que Delacroix ou d'autres ont pu peindre, de la vérité de ce que vivaient ces femmes dans ces harems, enfermées et cloîtrées toute leur vie, au bon desiderata de leur maître. Alors je vous ai montré d'autres trésors également, un trouvé à Césarée en 63 sur Terre, magnifique, dans une poterie intacte. Pourquoi est-ce qu'on l'a retrouvé celui-là? Parce que son propriétaire l'a caché. À l'époque, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de coffre. Donc quand on a des richesses, on les planque dans le jardin quelque part ou dans la maison,
Et on sait que le propriétaire, il a eu un problème là. Pourquoi ? Parce que si on l'a trouvé, c'est que son fils n'est pas venu chercher le trésor. D'accord ? Donc on peut tout imaginer. Il a été assassiné, il est mort sans pouvoir le dire. Ok ? Une période trouble. Ok ? Mais ce que nous on sait, c'est qu'il n'est jamais revenu. Ici, on a quelque chose d'intéressant. C'est des dinars en or retaillés. Ils font partie d'un trésor de 111 pièces. On pensait là qu'on avait atteint le nirvana, 111 pièces. Vous avez compris qu'avec 2580 pièces, je ne sais pas si dans les prochains 100 ans, le prochain millénaire, on trouvera un autre trésor plus important. On parlera tout à l'heure de son origine, de sa destination, mais je ne crois pas que c'est possible. Donc il a été découvert au sud du mont du Temple, un endroit très important de Jérusalem, en 1968, juste après la guerre des 6 jours. Ici, vous avez encore un autre trésor, avec des bracelets en argent et en or, dernier quart du Xe siècle. 11e siècle, découvert à Ramla, qui était aussi une ville importante arabe. Pourquoi ici on a des morceaux ? Quelqu'un a une idée ? C'était pour découper le dinar. La valeur, exactement. Quand on fait les comptes exacts, à la fin on découpe la pièce. Ben oui, bien sûr. On découpe la pièce et on a un quart de dinar, un demi-dinar. Si on n'a pas les monnaies disponibles, il suffit qu'on coupe. Si on est certain, si tout le monde est certain, comment ? Avec les billets c'est plus compliqué. Mais... Ok, sur la quantité de pièces d'or, souvent on me pose la question, elle était énorme, selon les normes contemporaines, c'est-à-dire que les Russes sont des amateurs. Oui ? Il est coupé avec quoi ? Avec un ciseau, ça coupe très très bien. C'est mou. Ouais. Pas avec les dents, non, mais avec un ciseau. C'est assez mou, c'est assez malléable. L'or, quand il est aussi concentré, c'est très très souple. Et juste qu'on ait une idée, le trésor qu'on connaît du calife au Caire contenait 24 millions de dinars or. Donc là... 24 millions, parce qu'ils ont tout compté, ils ont tout écrit, on a tous les relevés. Et ça veut dire que c'est pas comme les banques aujourd'hui où elles ont, je sais pas moi, 1,5 milliard de dépôts et dans les coffres elles ont véritablement, je sais même plus d'ailleurs si elles ont une partie en couverture en vrai or, je suis même pas certain. Aujourd'hui c'est la planche à billets et c'est l'écriture numérique. Et autre chose importante, les marchands, les officiels, les soldats voyageaient avec des pièces d'or. Alors par 50, 100 et même 300, donc 2580, on n'avait jamais vu. Ok ? Jamais vu un trésor de cette importance. Excusez-moi, le Oui. trésor qu'on a trouvé il y a 3 ans, enfin 4 ans maintenant, il est exposé Alors il a fait... au musée d'Israël. Oui, alors il y en a une partie au musée d'Israël, une partie à Césarée, on voit quelques pièces à Césarée, et puis il a commencé à tourner autour de la planète, en exposition, et il a sûrement beaucoup intéressé les pays sunnites qui s'ouvrent à Israël. Mettez-vous encore une fois dans le contexte, vous avez la Shahada, la profession de foi des musulmans, écrite sur la pièce la première fois, sur une pièce en or, quasi intacte, elle est sourcée, on sait à quelle date, on sait exactement où, c'est un rêve archéologique quoi. Et donc ça veut dire quoi ? Qu'il y a des échanges entre archéologues. Bien évidemment, ça a été publié, nos premiers lecteurs, on a fait un site internet, et quand on regardait sur le site internet qui venait cliquer, au début c'était 80% de clics du monde arabe. D'ailleurs, le site était aussi en arabe. On a un tiers de salariés au Tatikot qui sont musulmans. On a un directeur du Nord qui est musulman, un directeur juridique qui était musulman, mais heureusement. Et donc c'est pas très étonnant qu'on ait trouvé un trésor de cette qualité-là. En général, on les trouvait plutôt à Jérusalem, à Ramla, à Souf et à Tibériade. C'est la première fois, sur la côte aussi, c'est la première fois qu'on le trouve sous l'eau, de cette qualité-là. Je vais vous laisser un peu de temps pour les questions. Voilà un autre trésor avec une coupe, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la petite tirure, c'est le petit cochon en porcelaine de l'époque, quoi. Ok ? Avec 300 dinars or à l'intérieur, trouvé en 2005. Là déjà, c'était de la folie, quoi. Donc vous imaginez qu'on est au-delà de ça. Et à droite, vous avez aussi un trésor trouvé en 89 à Tibériade, avec 9 dinars or, ce qui était déjà énorme, plus des bijoux. Comment ? Avec le même texte, ouais. Non, pas à peu près les mêmes califes, mais il n'y avait pas la Shahada. C'est la première fois qu'on a trouvé ces pièces. En quantité comme ça, après il faudrait que je sois plus précis, il faudrait que je regarde, mais en Israël, c'est la première fois, et en quantité et au même endroit. Et on l'a trouvé en quart de dinar, en demi-dinar et en dinar. C'est en toute la collection complète. Pour que les Druzes ont été aussi émus par le texte, c'était la première fois. C'était la première fois qu'ils voyaient la mention de El Hakim. Première fois qu'ils voyaient la mention de leur ancêtre, de celui qu'ils ont considéré comme le fondateur de leur religion. L'intime
du calife. Voilà donc l'activité un petit peu des volontaires plongeurs. Donc voilà ici Robert Cole, vous avez reconnu peut-être Zvika, Kobe ici qui reçoit un petit cadeau. Alors les cadeaux Rochot Tatikot, c'est une bouteille de vin pour les fêtes et une grande claque sur l'épaule. Ici la pièce est en chocolat. Ici on leur offre des chapeaux, vous voyez, siglés. Et là on utilise les premières caméras qu'au début les plongeurs ont eux-mêmes financées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces plongeurs sont des plongeurs volontaires, que le matériel est à eux, qui payent leur air, ils payent leur bloc, ils payent leur certification. L'archéologie en Israël n'est pas très très riche. Et donc c'est aussi l'objet de la fondation.